du fin fond de Limoilou, le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher et à la mise en onde, le légendaire Mikey J. Alors samedi le 23 août 2014, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque, avant-dernière édition estivale, si je me trompe. Déjà. Hein? Temps passe vite quand on s'amuse, les boys. Oui, ça veut dire que dans 2 semaines, on va vous tenir au courant, mais on va changer un peu d'horaire, donc pour retomber dans l'horaire régulier de CKRL, et il va y avoir une émission spéciale pour annoncer les horaires des émissions, donc on va vous tenir au courant. Et je vous fais un petit teaser dès maintenant. Pour la première fois depuis 3 ans, les Geeks Contre-Attaque auront un nouveau thème musical. Oh! Que ouais? Oh oui! Je suis titillé. Comme si j'étais pas au courant. Donc, aujourd'hui alors, on a à la co-animation, ben là j'ai 2 messieurs ici, là, parce que là Simon Boucher est pas là. 2 clones en plus. Ouais, c'est ça. Alors, monsieur Laurent Maheu. Oui, Tout d'abord. bonjour. Pourquoi j'ai hésité à ce point-là? Parce que ton premier réflexe a été de m'appeler Maître Maheu. Tu t'es dit, non, regarde-moi, monsieur, c'est assez. Ouais, je me garde une marge de manœuvre. Et Conan Arsenault. Bonjour. Yes. Et bien sûr, Mikey G à la console. Ben oui, et je suis heureux, mais je vais en parler dans les Geektualités. C'est un jour très heureux pour moi aujourd'hui. Ah ouais? Oui. Ben parlons-en. Ben ok! C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Maître Maheu! C'est le fameux thème à l'emporte-pièce. Donc, Alors, Mikey, je vais commencer. Je vais te laisser la bonne nouvelle peut-être pour clore Ben oui, vas-y. Parce que t'es le maître geek dans la console, fait qu'en même temps, si tu veux pas que je parle, tu coupes mon micro. La première nouvelle, ça sera pas une surprise si vous êtes membre de la page Facebook des Geeks Contre-Attaque. D'ailleurs, je vous suggère de l'être pour avoir plein de nouvelles à la semaine longue. Yes. Mais pour les gens qui n'en sont pas, une peut-être triste nouvelle, mais du moins c'est une nouvelle. Mythbuster remercie ses 3 assistants, Carrie Byron, Grant Imara et Tori Bellici, après 10 ans de loyaux service. Et ils étaient considérés dans l'émission comme le B-Team. Donc, on avait évidemment Adam et Jamie qui faisaient le gros mythe de la semaine, et eux ensuite faisaient les autres petits mythes. Est-ce que, par exemple, moi je me souviens que j'ai beaucoup aimé, est-ce qu'un katana peut fendre un katana si les deux se coupent, comme dans les films, etc. Oui, d'ailleurs, dans le dernier épisode, là, ils font une petite mention là, à la fin de l'épisode. C'est la dernière fois qu'on va avoir nos célèbres collaborateurs, malheureusement. Donc, c'est sûr que nous, en tant que fans, on peut être triste parce que on touche à un monument du monde geek après 10 ans. qu'ils étaient là. Ben oui. Ça fait 10 ans. Mais eux quittent, évidemment, ils sont pas renvoyés parce qu'ils étaient poches. Ils quittent parce que Discovery veut recentrer l'émission sur les 2 principaux, donc Adam Savage et Jamie. Comme c'était dans les dépôts. Exactement, comme dans les premières saisons. Là. C'est ça. Donc on sait qu'évidemment qu'à ces 2-là, ils ont beaucoup d'expérience. C'est pour ça que eux faisaient des gros mythes explosifs. Donc peut-être qu'on va retourner à une formule beaucoup plus de on a réussi à faire tomber une pomme du pommier. Maintenant, mettons du napalm. Ouais, donc, c'est ça. Construction d'objets, donc plus de temps sur les constructions, sur les plans, sur ce qu'ils vont faire. Donc moi, je pense que ça peut être rafraîchissant comme changement de pace. Et en même temps, c'est sûr que les 3 personnes qui quittent sont encore jeunes, ils ont beaucoup d'expérience. Ce n'est qu'un au revoir. Je suis certain. Ouais, je sais qu'il y a un projet qui s'en vient ou quelque chose. Probablement, il va y avoir une autre émission. Ben, en fait, sinon, eux, ils travaillent déjà dans le cinéma. Souvent, là, ils font des... je sais que Grant... non, pas Grant... Tori, exactement. Lui, il travaille pour... je pense ILM ou... Puis il y a un projet aussi sur Kickstarter qui pour Star Trek Renegades, qui serait... Je connais très peu, j'ai juste vu ça passer, qui serait la suite, et là je fais des guillemets dans les airs, des 2 premières saisons, de Star Trek of Gods and Men. C'est comme un projet de fans à l'extérieur. Okay, J'essaie de vous retrouver l'annonce. Ouais. La 2e série, donc Renegades, est sur Kickstarter. Ça a l'air bien fait. Évidemment, c'est fait film fait par des fans. Donc, on n'aura pas Patrick Stewart qui va faire un caméo. Malheureusement. Quoi qu'il en soit, si le trio dérivé, si le trio remercié fait une série dérivée, une série avec le nom B-Team, ça a de la gueule. The B-Team. J'aimerais ça, moi. En tout cas.
Avec Mr. B. Hein? A-Team, t'avais Mr. D. Non? Alors... La prochaine nouvelle, c'est pas autant une nouvelle qu'une recherche qui a été faite, puis la conclusion est un peu est intéressante, donc je vous la transmets. Au Royaume-Uni, ils ont fait une évaluation financière. Quel serait le coût supplémentaire à l'utilisateur pour avoir un Internet sans publicité? Donc, on sait que on est sur YouTube, on veut écouter une vidéo. Maudite pub. Ben, il y a une pub. Elle paye les gens, elle paye YouTube, oui, donc ça, est-ce qu'elle est maudite? Donc, ils ont évalué que ça reviendrait à peu près à $230 US, donc peut-être 240, 250 sur un change. Par personne? Par personne par année, pour avoir accès à un Internet sans publicité. J'aime vraiment mieux garder cet argent-là et voir les publicités qui durent 10 secondes. Et maintenant, et ça veut pas dire que votre Internet vous coûterait 230 par année, ça vous coûterait $230 de plus par année. Donc voilà, c'est ça. Ouais, Faudrait débourser $230 chaque personne pour pas avoir des pubs Supplémentaires. Hey, my God. Donc, ça, cette pub, évidemment, ça ne mènera à rien, mais ça, c'est intéressant de voir que financièrement parlant, Ouais, il y a beaucoup votre d'argent. rapport en tant qu'utilisateur s'évalue à peu près à $250. C'est quand même beaucoup, là. C'est surprenant. Je pensais pas que ça allait être aussi élevé que ça. Je pensais que ça allait être beaucoup plus bas. C'est quoi? C'est $20 de plus par mois, à peu près? Ouais, environ. Hein. Mais c'est ça, donc, par utilisateur d'Internet. Donc, c'est fou comment il y a de l'argent qui se génère par seulement les yeux qui regardent des petites pubs. Évidemment, si vous suivez des personnalités sur YouTube, vous savez probablement que ceux-ci vivent exclusivement de ce qu'ils font sur YouTube. Ouais, du nombre de clics et tout voilà. Ils sont pas payés très cher, hein. C'est quelque chose comme après 1000 views, c'est comme $1. Donc, ça prend vraiment, comme les personnalités YouTube qui sont vraiment très riches, ils ont vraiment plusieurs millions de personnes qui les regardent comme à chaque vidéo. Là. C'est vraiment la faible minorité des users de YouTube qui sont vraiment là, qui peuvent vivre. C'est ça que c'est rentable pour eux. Vraiment, rentable beaucoup, là, tu sais, parce que c'est ça, parce que 1000 views. C'est beaucoup, mais en même temps, c'est très peu. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup pour un petit truc, mettons, toi pis moi, on se parle, puis on filme ça, puis tu pour tombes à une vidéo, terre, puis c'est drôle. Mais tandis que là, faire un channel de ça, puis avoir de l'argent qui arrive de manière Non, c'est ça. pas évident. Mais c'est quand même intéressant de savoir que le potentiel de visionnement, c'est le salaire de personnes. Évidemment, on parle pas là des annonces pour enlargir notre cerveau, des choses comme ça qui apparaissent, mais pour les autres, là, c'est du financement quand même. Une autre nouvelle qui arrive à la fin du mois de septembre, selon les rumeurs, Microsoft, vers le 30 septembre, annoncerait la lancée de Windows 9. Déjà. Le 8 était si irréparable que ça. Je veux dire, il aurait pas pu. En fait, le lancement, ça veut pas dire. Ouais, que... c'est ça. Ils vont le unveiler comme ça va ressembler à ça, mais ça sera pas encore au public. C'est rendu un par année, ça pose pas ridicule un peu. Hein? Mais ça dépend parce que il y a toujours comme une génération maudite, l'entre-deux. Windows 7. Tout le monde l'a encore, sauf si tu as un nouvel ordinateur. Windows 8, c'est comme est-ce que je paye pour aller à Windows 8? Donc, les entreprises veulent pas payer. Non. Et là, ils veulent sortir le nouveau Windows. Qui c'est celui de Windows Millennium? Moi, je fais partie des 3 personnes pour qui c'était une meilleure version. Oui, moi je l'avais aussi, puis il m'a aussi effectivement marché mieux sur mon ordinateur. Moi, j'ai été parmi ceux qui ont été poignés 6 ans avec Windows Vista. Donc, j'ai pas de bons commentaires. Ça explique la canne. Ça explique tout ce qui est arrivé avec mon ancien ordi. ça explique tout. Là. Alors, des petits détails par rapport à Windows. Windows 7 serait supporté jusqu'en 2020. Donc, vous êtes pas prêt. Ben, en fait, c'est pas beaucoup comparé. Ça doit pas si longtemps que ça, ouais, effectivement. Pas beaucoup comparé à Windows XP, mais en même temps, une fois que t'es rendu sur Windows 7, t'es comme prêt à te mettre à jour. Et Windows 9 annonce le retour, évidemment, du bouton démarrer qui avait disparu dans Windows 8. C'est vrai. Qui avait essayé de faire une alternative dans 8.1. Donc, il serait officiellement de retour. Il y a des nouvelles qui sont intéressantes. On pourrait avoir... il y a le mode métro et le mode desktop. Les deux pourraient cohabiter en même temps. Donc, faire rouler des applications métro dans le desktop. Ce que les journalistes disaient, c'était comme une façon de se faire pardonner... d'imposer aux utilisateurs d'ordinateurs. Donc, si vous avez une tablette et que vous avez Windows 8 dessus, Metro peut être fantastique. Même chose sur les Windows Phone. Mais pour quelqu'un qui est habitué de cliquer, taper, etc., de se faire dire non, appuie sur un des 6 icônes au lieu des 40 000 dans les 40 000 répertoires.
C'était juste... c'est ça, c'était pas optimal pour un ordinateur de bureau. Est-ce que je me souviens correctement? Il me semble qu'il y avait une rumeur par rapport à Windows 8 qu'il y avait Pinball qui était plus dessus, ou il y avait comme un jeu qui avait toujours été dans tous les Windows qui a été enlevé du Windows 8. Je crois que c'est Windows 7. C'est le 7. Le 7, et c'était un problème d'allocation de mémoire. Évidemment, là, je vous traduis les grandes lignes de ce que j'ai lu. Ils se sont juste rendus compte que Pinball fonctionnait plus. Puis il y a personne qui voulait reprogrammer le Pinball pour voir pourquoi. Donc, c'est Windows donc, c'était le 7. C'est le 7 qui est revenu dans le 8. Parce que je me souviens qu'il perdait Windows comme, enfin, le jeu est revenu, qui était, puis là, il montrait des graphiques de nouveau Pinball, donc, Ouais, mais tant que je perds pas des mineurs puis Free Cell. Non, mais voilà, ça, des mineurs, faut que des mineurs restent là, puis on va correct. Alors, dans les autres nouvelles, un sujet que j'aime particulièrement, les voitures intelligentes ou les voitures autonomes. Oui. Un léger revers en Californie. Suite à une loi qui a été faite cette semaine en Californie, Google va devoir mettre des volants et des pédales dans ses voitures autonomes. Et là, je parle pas des voitures qui se conduisent tout seuls, comme on voit avec les caméras, puis ils sont suivis. Les petites voitures, elle est vraiment pas très belle. J'imagine mal, moi ou Conan, en conduire une, ou être plutôt conduit par une. Ils sont toutes petites, c'est vraiment plus comme si c'était un petit pod dans les futurs. Mais ils ont fait une loi qui obligerait les voitures à pouvoir avoir un contact manuel. C'est ça, avoir un système d'appoint. Tu t'en sers pas, mais il est disponible aussi. Au cas où. Et ce qui est drôle, parce que il n'y a pas de cas où. Non. Dans la voiture intelligente, ce que les gens vont devoir s'habituer, c'est que l'ordinateur est un meilleur conducteur que nous. Plus de trafic. Oh my God. Et évidemment, je lisais même un article que les voitures sont programmées pour aller plus vite que la vitesse imposée aussi, jusqu'à 10 km. Donc, vous serez pas coincé tout le temps à la limite puis dire « j'aurais pu conduire 20 km Non, de plus. » ils se donnent une marge de manœuvre comme on s'en donne une. Oui, exactement. Et évidemment, une des raisons pour laquelle on ne conduit pas à 300 km/h sur une autoroute, c'est parce que si on doit freiner subitement, notre cerveau est pas capable d'aller aussi vite et dire « oh, puis il y a un obstacle là, je vais à telle vitesse ». Donc, éventuellement, moi j'ai espoir, peut-être pas sur nos routes enneigées et québécoises, mais j'ai espoir qu'on ait une alternative aux Autobahn en Allemagne, la troisième voie de gauche, où tu vas aussi vite que tu peux. Je n'ai qu'une seule, quelqu'un de moi ajouter à ça, hoverboards. Oui, il serait temps. Je veux dire, il y a beaucoup de monde qui font beaucoup d'accidents en 2D. Non, mais hoverboards qui s'autopilotent. Tu sais, hoverboard, auto-driving, et voilà. Oui. Donc hoverboards, c'est pour le monde à la maison, c'est des skateboards volants dans Retour vers le futur. Ouais, sauf que si tu donnes des autos volantes aux civils, déjà que sur un plan 2D, là, non, mais là, ça va être encore plus magnifique. Tu vas pouvoir pas... Ouais, je comprends. Non, mais en fait, tant que c'est conduit par les ordinateurs... Mais non, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Tant que c'est conduit par les ordinateurs, c'est correct, mais reste que... Non, ça serait cool. Mais moi, je vous ressors une vieille statistique de l'an passé. 80% des conducteurs qui ont été sondés seraient d'accord à avoir une voiture intelligente si ça réduisait leurs assurances. Toutefois, un pourcentage similaire était contre avoir une voiture intelligente pour conduire leurs enfants. Donc, évidemment, là, c'était vraiment un réflexe purement primate. Ouais, de dire, mon enfant, c'est à moi, je vais le protéger. Alors que statistiquement, vous avez plus de chances de faire un accident, vous, en conduisant vos enfants, qu'un robot, mais en fait, une voiture robotisée. Et également, il y a plusieurs villes qui commencent à paniquer de ça, parce que l'industrie de la contravention, c'est une industrie qui rapporte 9,2 milliards de dollars. Donc ça, c'est de l'argent gratuit, là. C'est pas une taxe, c'est genre, je t'ai tapé ça à la main, 50$. Donc si les voitures sont intelligentes, il y aura plus de contravention, parce qu'il y aura plus de conducteurs, il y aura plus de décisions erronées ou contre... Mais il y aura, ça va dur à défendre, par contre, le point d'essayer oui, c'est de l'argent qu'ils vont perdre, mais il va falloir qu'ils fassent le deuil de cet argent-là. Oui. Qu'on essaie de se battre contre cette révolution industrielle-là. À un moment donné, l'économie va devoir entrer en mutation d'un côté comme de l'autre. Parce que le nombre de morts, de moins ces routes, le nombre, tu peux même pas peser sa même balance. On va enfin boire en conduisant. Oh! Ouais, mais je sais pas si on peut... J'ai hâte. C'est pas un punch, c'est vrai. Non, mais j'ai hâte. Ouais, mais moi aussi. En fait, on peut pas boire sur la place publique. Fait qu'à minute que tu sors de ton char, tu pourras pas. Mais est-ce que ton char n'est pas considéré comme un endroit privé? Oui, sauf que
Donc, t'as le droit de boire, ben oui. Ben, tu peux boire dans ton char, et après tu rentrer chez vous. Non, mais ton char t'a conduit. Oui, mais t'es chaud raide. Mais entre ton char pis ta maison. Non, mais là, tu peux être chaud sur la voie publique, là. Sur cette destination-là, les gars. Tu peux t'acheter une caisse de bière fermée, aller dans le char, l'ouvrir, en prendre une ou deux. Yes. Là, tu sors du char, je vais refermer ma caisse. Ouais. Tu rentres chez vous. Et voilà. Moi, je suis libertarien avec les... Hey, je pense qu'on est dû pour une pause musicale. Ben, c'est ça, je me dis. Ouais. La chanson de la semaine! Alors, la chanson la semaine numéro 1. J'ai eu l'idée parce que je joue beaucoup à un jeu ces temps-ci. Et je pense Mikey va pouvoir me corriger. Mike Prunty, c'est bien ça? Ben Prunty. Ok, Ben Prunty. Ah, c'était loin. Et ça, c'est le compositeur de la trame sonore d'un jeu qui s'appelle FTL, Faster Than Light. Un jeu qui est disponible sur Steam, bien sûr. C'est un roguelike, donc un jeu qui est procédural. Chaque partie est différente et ça sonne de la précédente. Ça sonne jeu de vaisseau, je me trompe. Ouais, oui, c'est dans l'espace. Oui. Et chaque carte est créée de façon aléatoire à chaque séance de jeu. J'allais dire un playthrough, j'essaie de franciser mes termes. Bref, un roguelike un peu comme un Binding of Isaac, Rogue Legacy, etc. Et c'est un jeu que je joue beaucoup de ce temps-ci. La trame sonore est vraiment cool, est vraiment non seulement ambiante, mais un peu comme, je veux dire, un peu les mêmes raisons pour lesquelles j'avais donné de beaux compliments à la trame sonore de Mass Effect 1. Et je spécifie la 1 parce qu'elle était supérieure. Parce que selon moi, Mass Effect 1 est supérieur aux autres tout court, là, mais j'ai pas encore joué au 3. Donc, bonne trame sonore, ambiance spatiale tripante, très bon jeu, pas cher, allez vous chercher ça, c'est trippant au bout. Donc, de la trame sonore de FTL par Ben Prunty, on va écouter Cosmos Battle, c'est ça? Oui. C'est parti.
Non, excusez, on était en pleine discussion. Discussion de film, et je suis d'accord avec toi, Laurent, pour finir ce qu'on disait. Mais c'est ça, nous autres, dans les geeks contre-attaque, ça arrête jamais. Jamais. On geek tout le temps. Vous nous kidnappez à la maison, vous nous placez tout autour dans la même pièce et l'émission continue. Micro ou pas, là. Je confirme. Là, on est comme ça tout le temps. Donc, vous venez d'écouter la pièce Cosmos Battle du jeu FTL par Ben Prunty. Donc, allez voir, la trame sonore est disponible sur Bandcamp, à benprunty.bandcamp.com. Et aussi, essayez le jeu, là, c'est fascinant. Vous pouvez aller voir des vidéos YouTube. C'est simple, mais complexe dans sa simplicité. Donc, voilà. Alors, avant de passer aux prochaines chroniques, je veux continuer de vous éduquer. Il reste quand même quelques nouvelles. Et évidemment, celle de Mikey qui m'a dit que c'était quoi durant la pause. Puis, j'ai très honte à moi de pas l'avoir pensé et de pas l'avoir dit déjà. Alors, on sait que de plus en plus, aux États-Unis et dans le tiers-monde, il y a beaucoup d'utilisation de drones pour surveiller. Oui. Des avions qui sont pilotés à distance, tout ça. Et par exemple, je sais qu'en Afrique, ils s'en servent pour retrouver les chasseurs illégaux. Les poachers, Les poachers, je sais pas c'est quoi en français. Braconniers. Les braconniers. Voilà, Merci. Mikey. Yes. Merci, Michel. Donc, ils s'en servent pour tout ça. La prochaine entreprise à s'en servir, Disney. Oh. Alors, ils ont des drones de Disney. Ça serait... C'est quoi, ils vont avoir des oreilles de lapin? Oui, de Mickey Mouse. On va y voir de loin. Oui. Non, en fait, c'est assez original. Ils ont mis des brevets récemment, donc ça a un peu dénoncé ce qu'ils voulaient faire. Ils veulent avoir des drones avec des écrans pour remplacer ou accentuer les feux d'artifice. Oh. Donc, ça serait des peut-être, je sais pas combien, une quarantaine, une cinquantaine qui volent dans le ciel avec des écrans pour faire des présentations Et donc, c'est futuriste. Et ça pourrait éventuellement remplacer les feux d'artifice. Ben oui. Un spectacle. Et là, toutes les drones sont programmés. Oui. Je te dirais que drone plus feu d'artifice, c'est un accident en devenir spectaculaire. Est-ce que tu avais vu la vidéo du gars qui a mis une GoPro sur son drone et qui l'a fait voler dans un feu d'artifice? Non. Ça fait une vidéo c'est fantastique. absolument fantastique. C'est de toute beauté. Définitivement. Oh, ok, ben je vais jeter un œil à ça. On mettra ça sur la page de... Oui, je vais vous mettre le lien là-dessus. Et le punch, c'est pas que ça tombe dans la foule puis ça tue quelqu'un. Non, c'est juste beau, là. Wow. Mais la deuxième raison pour laquelle ils voudraient s'en servir, pour manipuler des marionnettes géantes. Oh, wow. Wow, donc avoir des grands personnages dont les cordes sont tirées par des drones, donc ils peuvent être dans les airs carrément, même pas besoin de scène. La scène est carrément dans le ciel. Je peux juste imaginer ce que le Cirque du Soleil marcher, pourrait faire avec des drones. Ou marcher par terre, mais des grands de peut-être 20 pieds. Et s'ils ont des fils assez hauts, on peut ne pas voir. Ben, exactement. Wow. Oh, nice. T'as pensé un peu au théâtre le théâtre de la Dame de Pique qu'on avait au Québec, là, qui avait fait des marionnettes de 30 pieds, 30-40 pieds. Oui, c'était énorme. Oui, il était gigantesque. C'était très impressionnant. Jeune, là, c'était impressionnant. Oui, moi, j'étais allé là quand j'étais une fois. Parce qu'une mascotte, pour nous autres, on trouve ça drôle. Mais pour un kid de 2 pieds de haut. Tu sais, elle fait 15 pieds de haut pour lui, là. Oui. C'est comme, moi, j'ai eu peur du bonhomme carnaval quand j'étais kid. Parce qu'il était beaucoup trop huge, je l'ai pas vu arriver. C'est impressionnant. Donc, fait sneaker par le bonhomme. Ah, tu te vis, puis... Donc, ce serait selon les brevets qu'ils ont déposés, 2 utilisations. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est incroyable. Pour de vrai, je suis mind-blowé de cette utilisation-là. Wow. Alors, des drones artistiques, c'est quand même... Il était temps que quelqu'un y pense. Oui, non, mais ça veut dire que c'est rendu tellement loin dans la culture que maintenant, on s'en sert pour... Puis Amazon qui va livrer du stock avec des drones. Oui. À un moment donné, le ciel va être... Ça va être dangereux. Un balai programmé d'objets volants robotiques. C'est pour ça qu'on n'aura pas de jetpack. Ouais, voilà. Amazon ne voudra pas nous en vendre, tu sais. J'ai vu une nouvelle par rapport à un drone il y a pas longtemps, je sais pas si c'était un Kickstarter, puis je trouvais que c'était complètement malade. Sur ton bracelet, t'as un bracelet qui est relié à un drone qui tue en permanence. OK. Donc tu peux te filmer toi-même
tu peux, mettons, aller faire ton jogging sur la plage. Tu peux jouer t'as ton drone qui te suit. Tu peux jouer à ta vie en third person, dans le fond. Oui, exactement. C'est complètement malade. Est-ce que tu peux programmer ton drone pour, à chaque 30 secondes, dire Listen! Je suis sûr que oui. Wow. Donc, les drones vont faire partie de notre vie, là, bientôt, les amis, vous allez voir. Checkez bien les règlements municipaux pour dire pas le droit. Faut qu'il vole à moins que 20 pieds. Alors, ça serait pire, ça. C'est 3-3. Je vais monter qu'il soit haut, sur mon avis. Une nouvelle légèrement apocalyptique. Plusieurs personnes qui ont des téléphones intelligents ont été forcées cette semaine d'installer Facebook Messenger. Ça fait 3 semaines de ça. Là, pour continuer. J'ai lu un article sur les droits. Quand vous installez le logiciel, il y a toujours les Terms of Service que personne ne lit. South Park, d'ailleurs, ont fait une blague là-dessus avec le Human iPad. Le Human Sent iPad. Human Sent iPad. Alors, quelqu'un a décortiqué ce que vous avez accepté et voici quelques perles. Vous acceptez qu'à n'importe quel moment, sans votre autorisation et sans avertissement, l'application Facebook Messenger utilise votre micro, votre caméra et la téléphonie sans vous le dire. Donc, à n'importe quel moment, l'application Facebook a le droit. Vous lui accordez le droit de faire ça. Okay. Maintenant, moi, je suis pas un fataliste, donc je dirais, ça arrive des fois, peut-être qu'ils ont besoin pour faire le bruit quand on reçoit un message. Ils ont besoin de vérifier qu'on ne soit pas sur un appel. Donc, ils ont besoin, ou s'ils veulent voir... Donc, ça, c'est en pratique. On fait comme, oui, ça fait du sens, mais il faut que tu permettes tout ça pour ça. Si ce n'était pas de l'expérience Facebook qu'ils ont faite il y a quelques mois. Oui, pour altérer pour altérer la vision des nouvelles que vous avez, pour voir si ça modifie votre comportement. Donc, si c'était pas de cette expérience-là, je serais pas trop inquiet. Il y a plusieurs applications qui demandent des droits comme ça, mais là, le fait que Facebook veuille avoir le droit d'enregistrer, de filmer et de possiblement de faire des appels, moi, ça me fait peur un peu parce que bon, je sais qu'ils vendront jamais, mon âme à Satan ou quoi que ce soit, mais en même temps, qu'est-ce que l'application enregistre? Qu'est-ce que l'application transmet? À qui va le voir? Quand est-ce? Côté vie privée, je suis un peu inquiet. Moi, ce que j'ai l'impression que ça va faire, c'est que ça va faire juste du marketing beaucoup plus ciblé. Parce que dans le fond, là, ils vont non seulement savoir où tu es, géographiquement, ils vont savoir qu'est-ce que tu préfères, les mots que tu utilises dans tes textos, donc ils vont pouvoir faire des algorithmes par rapport à ça. Donc, tu vas faire des pubs spécialisés pour toi, donc ils vont te parler toi-même. Hey, Laurent Maheu, on sait que tu as regardé le fromage Kraft léger, et peut-être que tu aimerais, en spécial, au dépanneur à côté de chez vous, le fromage au même prix. Tu te lèves le matin, tu cherches ton soulier gauche, tu dis, hey, on a des souliers gauches avant de ta place, comment? Oui, ça devait, oui. Et maintenant, je fais un retour. Seriez-vous prêt à payer 230$ par année pour ne pas vous faire cibler de même? Hein, voyez-vous que le deal évidemment, le deal n'existe pas, mais s'il existait, entre se faire dire, je vois que t'es en retard un matin au travail, tu veux-tu que je te cherche une job? Yes. Hey, Mikey. Avant d'aller à la pause. Hey, il me reste une courte nouvelle. Le 5 août, il y a un objet du quotidien qui a fêté son 100e anniversaire. 100e anniversaire. On le voit à tous les coins de rue, ou presque. Les feux de circulation. Les feux de circulation ont célébré leur 100e anniversaire. Le 5 août 1900, ils sont nés le 5 août 1914, installés pour la première fois à Cleveland, le premier modèle. Donc, c'est eux autres qui chauffaient le plus mal. C'était pas comme au Far West, là, avec, comme dans Lucky Luke, avec des panneaux tirés, pensés? Non, je pense pas c'est pas un document historique. Non, Mikey, t'as-tu une nouvelle avant la pause? Avant d'aller à la pause, prenez une grande respiration, tout Whovienne que vous êtes, parce que c'est ce soir que commence la nouvelle saison de Doctor Who avec le nouveau docteur Peter Capaldi. Le nouveau docteur. Oui, et ça risque d'être c'est très attendu et ça va être très le fun à regarder. Donc, syntonisez l'Angleterre, BBC, et ayez du fun à regarder ça. Si vous n'êtes pas encore Whovienne, vous allez le devenir avec cet épisode-là, j'en suis persuadé. Yes, donc passons un peu de publicité parce qu'on vous charge pas 240 pour écouter les Geeks contre-attaque. Mais vous devriez tous nous donner 230$ par personne qui écoute l'émission pour pas qu'on mette de pub. Non. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1.
voici le Geek Contre-Attaque! Et nous sommes de retour. On a juste le temps d'arrêter une autre discussion. On est en feu aujourd'hui. On est en feu. Trop d'affaires à dire. Trop d'affaires à dire. Donc, on va commencer cette demi-heure avec quoi, Mikey? Avec... Oh, ben là, c'est... Oui, c'est le grand dévoilement, là. De... Non, c'est pas le... Non, pas le grand dévoilement, mais on parlait quand même de films, je pense. Ah oui, OK. Ouais. J'ai une nouvelle de film aussi, après, que ta petite critique. Ouais. On fera pas de dévoilement, d'abord. Ben, pas de suite. Ah, pas de suite, C'est une petite nouvelle ben... Chronique Cinéma! Hey, Conan, ça fait pas longtemps qu'il est avec nous autres, il est pas encore habitué à pas se faire... non, exact, excusez. Mikey le coupe encore de façon tout à fait... c'est pas correct. À brûle pour point. Donc, chronique cinéma, et je pense qu'on va parler de 2 films en particulier. Oui, ouais. 2 films en particulier. Moi, j'en ai vu un la semaine dernière, et j'en avais parlé de façon optimiste, naïve, mais optimiste dans les dernières semaines. Et j'ai été voir Teenage Mutant Ninja Turtles 2014, donc le tout nouveau, produit par Michael Bay, et... réalisé par John Liebesman, qui a réalisé les très célèbres Battle Los Angeles. Oui, donc tous les films qu'il a fait étaient un peu... c'est ça, c'est pas entre autres, mais ça n'a pas été... Non. Donc j'ai été le voir. Parce que les bandes annonces m'avaient intrigué, je trouvais que le côté humour semblait avoir été respecté. Malheureusement, la plupart des bonnes blagues qu'il y avait dans les... des bons... Bons moments, c'est presque l'entièreté des bons moments qu'il y avait dans le trailer complet. Dans les lettres, là, parce qu'il y a eu près de 40 bandes annonces. Bon, je vous explique. Le synopsis, c'est celui que vous êtes au courant, dans le fond, c'est que les Turtles ont été créés scientifiquement pour essayer de créer un sérum qui aurait permis de guérir une maladie effroyable que, dans le fond, un certain riche qui s'appelle William Sachs, joué par... c'est quoi son nom déjà? William Fichtner. Oui, exactement. Donc, il voulait dégager un poison sur la ville et créer l'antidote ultime, puis le vendre à tout le monde, puis c'est moi qui ai sauvé le monde, puis j'ai... Donc, prémisse de base. Ouais. Et ce qui arrive, c'est qu'ils ont été créés génétiquement à cause du sérum, eux et Splinter, par hasard, dans les égouts, trouve un livre d'arts martiaux et décide de leur apprendre. Et c'est April O'Neil, qui était la fille d'un des scientifiques, qui a sauvé la vie, qui a fait en sorte que, dans le fond, ils ont survécu. Fait que c'est comme l'élu pour eux autres, c'est bizarre. Mais bon. Donc c'est Neo? En tout cas. Et qui est joué par Megan Fox, en passant, qui, surprenamment, n'est pas le pire point du film. Elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'on lui donne. Oui, elle a encore une face en plastique. Oui, elle est aussi actrice que je suis basketballeur. Mais reste que c'est pas ça le pire. Will Arnett joue le rôle de Vern, le collègue de travail de April O'Neil. Et une chance qui est dans le film. Sans lui, je me serais beaucoup plus ennuyé. Donc... petite bouée de sauvetage. Ouais, non, c'est ça. Will Arnett. Will Arnett. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'ils disent Kawabunga? Une fois. Ouais. Une fois, mais c'est dans le fond, ça se trouve à être comme quelque chose que Raphaël trouvait que Michelangelo avait dit qu'il était lame quand il était jeune, puis il décide de le faire quand même parce que... C'est ironique. Ouais, c'est ça, ils font de façon trop ironique. Cool pour dire vraiment... C'est ça. Les séquences de combat sont capotées. Oui, l'action avait l'air très bien réalisée. Oui. Les endroits où ils se battent aussi, la mise en scène des combats est très cool. Un peu vidéoclip par contre. Pas beaucoup de longues séquences, c'est beaucoup des plans très rapides. C'est ça, des plans très 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 rapides. Je vous dirais que j'étais déçu parce que après 1 heure, je savais plus. J'avais plus d'idée de qu'est-ce que j'avais écouté. Dans le fond, ça s'oublie rapidement. Ouais, ok. Tu le vois, tu t'emmerdes pas pendant que tu l'écoutes, mais après une demi-heure, c'est next. C'est un peu le repas du chinois du cinéma. Donc tu le manges, t'es satisfait, mais une demi-heure après, t'es comme t'as encore faim. Ouais. Exactement. Fait que c'est ça qui m'a déçu, c'est que c'est pas un accident de train, là. C'est pas un désastre, une catastrophe terrible, le film. C'est seulement décevant que ça soit pas plus. Ben ça, juste faire un commentaire là-dessus. C'est en fait à cause du riz
qui prend de l'expansion dans l'estomac et on finit par le digérer. Donc, le sentiment de satiété, d'avoir l'estomac plein, c'est le riz qui gonfle. Oui, mais donc, je mange jamais... Qui mange du riz dans un buffet chinois? Les Chinois, je sais pas. En tout cas, je voulais faire une précision. c'est ça. Le film est ordinaire, mais le riz, c'est ça qui donne le sentiment. Donc, c'est bon le chinois. J'aime manger du Je suis chinois. d'accord, moi aussi. Et dernier point, les personnages, les 4 Teenage Mutant Ninja Turtles, donc les 4 que vous connaissez, ils ont très bien réussi l'aspect caractère de chacun. OK. Mis à part Leonardo qui a aucune personnalité. Ben, il n'avait déjà pas, là. Ouais, ben là c'est leader pire. plate. Mais là c'est pire. Ah. C'est Leonardo pas de personnalité, dirigé par Lee Buzzman et produit par Michael Bay. Fait que c'est une coquille vide. Coquille. Ah. Et pour ce qui est Michelangelo, les meilleurs jokes du film, bien entendu. Malgré que des fois c'est un peu comme malaisant, mais peu importe. Ensuite, Raphaël, il est cool, mais Raphaël, il est l'équivalent des... Tu sais, à l'époque, c'était comme le gars qui était comme le bougon, là. Ouais, le bougon, le angry oui, teen. Voilà, oui, voilà. Mais maintenant, les angry teens, c'est plus des emos. Ah non. Ça fait... Ah non! Ah non, t'as pas ça. Ça fait que Raphaël, il est plus actuel, mettons, on va dire ça comme ça. Mais il est quand même mean, il est quand même badass, puis c'est quand même lui qui a le look le plus dangereux de la gang. Ouais. Puis il a un rôle trippant dans le film à un moment donné par rapport à lui. Mais Donatello. Ouais. J'avais cru voir qu'il y avait un Xbox là, sur le dos dans une des pubs. Est-ce que tu peux confirmer qu'il y a un Xbox strappé sur le dos? Okay. Donatello. C'était mon préféré quand j'étais jeune. Ben oui. C'était le brain. C'était l'intelligent. Et dans les jeux vidéo, c'était le plus overpowered. Toujours. Parce qu'il avait le plus de portée. Il y avait le plus de range incroyable. Ah, ouais, voilà. Bref, Donatello. Dans le film, Donatello représente ce que les producteurs hollywoodiens pensaient des nerds et des geeks il y a 20 ans. C'est-à-dire, il y a un petit pitch de voix aigu, il a peur de tout, il est maladroit, il est tout le temps en train de tomber, puis... On est tout année des professeurs Frink, là, de maintenant? Ouais, c'est ça, puis il y a des grosses lunettes qui grossissent les yeux, puis il est comme... C'est vraiment j'ai l'impression de retomber dans... La revanche des nerds en 83. Mais même dans la revanche des nerds, les nerds sont même pas si le sujet du ridicule que ça non, dans le cool, film. En fait, exactement. Tout le monde est des nerds dans la revanche des nerds. Ouais, c'est ça, c'est plus John Frink des Simpsons. Mais ouais, je pense que t'as trouvé le bon exemple. Je pense que oui. Mais non, ça m'a presque insulté. Ah. Parce que non seulement c'est mon personnage préféré, mais j'ai l'impression que le film se foutait de ma gueule. Littéralement, il rit de toi. Il rit de moi. Moi, en tant que geek, je ressens la même chose par rapport à Donatello. C'était comme... J'avais l'impression que 4 jocks qui me regardaient avec la face bleue tellement il rit. Là. C'était... Non, j'ai pas aimé ça. Donc, est-ce que tu recommanderais le film? S'il faut payer pour le voir. Oui, voilà. Donc, au cinéma, parce que, là. non, mais à un moment donné, quelqu'un loue le film pour 3$. Tu sais, c'est pas pareil que de payer 15$ et voilà. pour aller voir. Sans le popcorn et tout ça, donc... Pas vraiment. Attendez qu'il soit disponible sur Netflix ou de louer mal prix. Je donne 2 carapaces sur 5. Parce que les éléments visuels sont cool. L'armure du Shredder look, même si c'est un petit peu overkill. Là, ouais, faisait un peu canif suisse avec plein de couteaux qui sont c'est exactement ça que j'allais dire. C'était comme j'ai l'impression que Shredder avait couché avec un couteau suisse. Il pouvait ouvrir n'importe quelle affaire. Non, c'est ça. Puis c'est bizarre parce qu'il sert du magnétisme en même temps, c'est weird. Et mais 2 sur 5, pas plus. Ah, et puis d'habitude, vous savez que j'aime tout. Ben c'est ça, là, c'est surprenant. Puis je voulais l'aimer. J'aurais vraiment aimé ça qu'il soit prêt. bon. Je voulais qu'il soit bon. Peut-être que le 2 va être meilleur. Parce qu'il y aura les gens comme Eric ont payé pour voir le film. Donc Ouais, ça c'est dit, ça. même si vous aimez pas ça, vous Ouais, l'avez il a vu. fait son argent dans la première semaine. Oui, en fait, ça a pas été long. une semaine après, il a battu Guardians. Malheureusement. Mais Guardian a fait son argent, je suis content. Ah non, mais... Pas de trouble. Mais bon. Mais toi, tu vas nous parler d'un autre film. Oui. Ben, ce qu'on pourrait faire, il était 42. On pourrait passer la tune de la semaine 2 et Certain. te laisser le reste de l'émission pour nous parler de l'autre Je vais vous parler film. de ça pendant les minutes qui nous restent. C'est parfait. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2 nous est fournie par Laurent Maheu aujourd'hui. Oui, alors, un classique que j'adore depuis ma tendre enfance, Mario Bros, lorsqu'il a fait sa première sortie sur le Game Boy avec Super Mario Land. J'ai techniquement coulé mon cours de FPS à cause de Super Mario Land. Comment peux-tu couler FPS en jouant au Game Boy Comment pendant tu peux tes cours? couler FPS? Ouais.
Alors, le jeu dans lequel Mario se bat contre des sphinx termine dans le dernier niveau dans un vaisseau pour combattre le monstre dans son propre vaisseau pour sauver une princesse. Est-ce que c'était Daisy? Non, c'est encore Peach. Non, c'est pas Peach. Non, c'est une autre. C'est une autre. C'est quoi ça, Daisy, la cousine de Peach? Et il y a pas de balle de feu, tu lançais des balles qui rebondissaient. Donc, s'il y avait pas de plafond, la balle repartait. Les tortues explosaient quand ils écrasaient. C'était vraiment là un cauchemar. Mario extrême. Oui. Ouais. Donc, voici une pièce de OC Remix tirée de ce jeu-là, Super Mario Land, le premier. Yes. It is like a finger pointing away to the moon. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. Alors, Mikey, on nous attend fait encore... de ça, y a pas de problème. Et voilà. Merci d'avoir fait un voyage dans le temps avec moi dans les années 88-89 sur Game Boy avec une pièce remixée de Super Mario Land. On a même entendu Monsieur Miyagi. Non, c'était Bruce Lee. Bruce Lee. Pour le film Enter the Dragon. Tout à fait. Mais est-ce que ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Ne regarde pas l'accent. Ça va te faire déconcentrer du personnage. C'est ça. Bref. Donc, tu vas nous parler d'un film, toi, avec, qu'on aime. Yes. Tu nous parles d'un film que j'ai été très intrigué. Oui, moi aussi, j'étais super énervé de voir ce film-là. J'avais un gros billet positif avant de voir le film. Et on en a parlé la semaine dernière parce qu'il a changé de titre récemment. Oui. Donc, tu nous parles de... Je vous parle de Edge of Tomorrow. Non, tu nous parles de Live, Die, Repeat. Aussi connu dans un futur rapproché pour le nom Live, Die, Repeat, quand ils vont probablement changer de nom.
Mais c'est pas encore... en tout cas. Ça, c'est une tactique bizarre. C'est que Hollywood décide que son film, il aurait dû pogner mieux que ça fait qu'il le ressort avec un nouveau nom. 6 mois après. Je pense que c'est peut-être pour déjouer les Asylum Productions, mais eux ont fait Age of Tomorrow. Donc oui, mais il y a aucun rapport. Non, il y a pas de voyage, il y a pas de voyage dans le temps là, c'est vraiment juste des aliens zombies. Comme d'habitude. Ouais. Mais donc Edge of Tomorrow. Là, j'ai deux mots à vous dire. Tom Cruise. Oui. Hein? Et le jour de la marmotte. Donc c'est plus que 2 mots là, mais voilà, donc pour de vrai moi Tom Cruise là, avec les années, je suis pas nécessairement un fan du gars. Mais ses choix de casting sont rarement... Il livre la marchandise. Il choisit des bons projets récemment. Il commence à remonter la pente là, parce que là, il y a une couple d'années avec le film de Spielberg qui a fait la Guerre des Mondes. La Guerre des Mondes. Il y a aussi un autre film après qui a fait que c'était comme... il me semble que Valkyrie aussi même. Là, c'était tout... Mais il a fait Collatéral dans cette époque-là qui était un chef-d'œuvre. C'est vrai, je suis bien d'accord. Mais donc, je trouve qu'il commence à rattraper un peu là, les mauvais films qu'il avait fait, dont Oblivion, entre autres, récemment, qui est très correct film de sci-fi. C'est pas la mort, c'est pas surprenant, mais c'est honnête. Okay. Oui, je pense que c'est le film de sci-fi le plus. Mais ouais. Tu vas l'écouter, tu vas dire je suis au même point qu'avant, je suis pas mieux. C'est un bon Moi, c'est pas bourré d'inconsistances comme After Earth que j'ose même pas écouter tellement. C'est pas si pire After Earth. Ouais, c'est pas si pire. Ouais. C'est le moins Shyamalan de tous les Shyamalan. Ouais, mais c'est... Donc... Ouais. C'est ça qu'il disait de Airbender. Puis non. Je t'arrête tout de suite. Last Airbender, c'est même pas... Quel est l'état de santé du chien de Edge of Tomorrow? Y a-tu un chien dans Edge of Tomorrow? Tu disais que... Ah oui, donc le film Edge of Tomorrow, pour de vrai, j'ai été agréablement surpris. Je recommande honnêtement ce film-là à tout le monde qui a un petit intérêt pour la science-fiction parce que c'est le fun. C'est le fun comme film. Maudit que c'est le fun. Donc le concept, je vous l'explique rapidement pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais c'est invasion d'extraterrestres sur la Terre. Mais donc là, c'est grosse bataille sur le front. Et puis un soldat qui a été... c'est un journaliste. En fait, c'est un représentant. C'est un gars qui fait le lien. Ouais, c'est le lien média militaire. Donc, il se fait envoyer au front par un général qui est comme un peu pissed off parce qu'il arrête pas de dire que les exosquelettes sont vraiment la meilleure arme que l'humanité a créée. Que n'importe qui là devient un soldat. Voilà. Donc. Même Tom Cruise, même le personnage de Tom Cruise, voilà. Même un gars de relations publiques. Voilà, même un gars du PR va pouvoir être le héros de guerre. Et puis finalement, ce qui se passe après un acte en particulier, je veux pas spoiler, il se ramasse un peu à revivre toujours la même journée. Donc, et donc c'est là que le fun du film embarque, parce que le personnage passe à travers tellement plein d'émotions, parce que la première fois, donc vous pouvez imaginer là, si tu meurs et puis tu te réveilles dans la même journée, tu vas être un peu confus. Ouais. Après 3 fois, t'es plus trop confus, tu sais qu'est-ce qui se passe. Donc le personnage réussit comme à défaire plein de situations qui arrivent en disant oui non, je sais qu'est-ce que tu vas dire ça, puis eux autres je connais pas, puis essaye de prouver que ce qui est pas fou dans le fond. Ouais. Il y a des super bonnes jokes, l'action est extrêmement bien réalisé. On comprend ce qui se passe. C'est pas un peu comme je fais beaucoup beaucoup faire des comparaisons avec Elysium qui est sorti récemment avec Matt Damon parce que en essence il y a beaucoup de choses qui sont vraiment pareilles, exosquelettes mais là il y a pas d'aliens dans Elysium, mais l'action d'Elysium est tellement mal réalisée, on comprend ce qui se passe, la caméra shake, le caméraman il fait des crises d'épilepsie, puis il essaie de nous montrer... Neil Blomkamp a tendance à plus mettre le réalisme que la cohésion dans ses images d'action. Oui, mais... Alors on parle évidemment du réalisateur de District 9, oui, et sa deuxième sortie Elysium de l'année passée. Yes. Pas mauvais, somme toute. Pas mauvais. Moi j'ai beaucoup d'espérance, je l'ai pas vu encore. J'ai pas été capable de continuer le film au complet. Malheureusement. Ouais, j'ai arrêté, c'est pas mauvais, j'ai trouvé ça tellement plate. Puis tellement... Pour revenir question d'opinion. Oui, non, mais les scènes d'action de Edge of Tomorrow m'ont fait penser justement à un personnage de jeu vidéo qui essaye de faire une perfect run. C'est exactement le concept du jeu. Pour le monde qui sont familiers avec les jeux vidéo, c'est exactement ça que ça évoque comme image, parce que justement, le personnage... Quick save, quick load. Exactement. Ton respawn point est vraiment loin, mais tu recommences toujours au même endroit, mais faut que tu te rendes jusqu'au bout. Puis il y a même des moments où est-ce que le personnage arrive à des endroits qui est jamais arrivé, donc
il sait pas nécessairement qu'est-ce qui va lui arriver. Donc, des fois, il y a des conversations qui disent, la première fois qu'on se parle, là, on s'est pas encore parlé, mais des fois... Il a ouvert une nouvelle patte de conversation. Puis mais c'est ça, faut qu'il fasse tous les bons embranchements de conversation pour arriver, à un moment donné, il parle d'un personnage, puis il dit, écoute, t'es-tu en sacrament parce que moi, ça fait plusieurs fois que j'essaie de te convaitre puis je réussis pas. Mais bref, donc, Mass Effect 2. Ben, c'est un peu un Mass Effect. Oui, mais en fait, oui, on n'est pas très loin, là, pour de vrai. Il a essayé des conversations pour avoir ce qu'il veut, puis il finit par se rendre, tu sais, puis là, il prend des décisions par rapport aux personnages autour de lui. Donc, est-ce qu'il doit toujours impliquer les mêmes personnes? Est-ce qu'il doit toujours aller passer par la même place? Donc, pour de vrai, quelle belle surprise, là. Paraîtrait aussi que Emily Blunt, parce qu'on parle de Tom Cruise, la Full Metal Bitch. Ça a l'air elle vole le show. C'est une bonne actrice déjà. Elle est bonne actrice, mais le personnage, je trouve que c'est dans les classes là, de Ripley, là, complètement badass, que tu veux avoir avec toi dans le champ de bataille, mais qui risque genre peut-être de te tirer une balle pour pogner ton paquet de balles parce que t'es en train de crever. Okay, donc elle va juste prendre tes choses puis continuer à se battre. Okay. Donc c'est la Full Metal Bitch, mais oh my god. Moi, j'ai vu une critique de ce film-là. Je l'ai pas encore vu, malheureusement, parce que j'ai pas pogné en anglais. Mais si vous êtes tanné de Tom Cruise, je parle pas de la personne, mais du personnage Tom Cruise. Ouais. Celui qui joue dans Mission Impossible, dans Oblivion. Celui qui court, saute, fait de la moto tout le temps. Il ne commence pas le film comme ça. Non. Tom Cruise meurt beaucoup avant de devenir Tom Cruise avec un T majuscule. Donc c'est mérité dans ce film-là. Vraiment. Et vous avez l'avantage de voir Tom Cruise mourir. Donc, encore et encore. Et il doit mourir 200-300 fois juste parce que c'est ce que nous on voit dans le sens. J'imagine qu'il y a plein de moments que il l'a vécu 500 fois cette affaire-là, mais on l'a pas vu, tu sais. Mais pour se rendre à voir passer en dessous d'un véhicule au bon moment pour se cacher du monde qui le regarde, ben il faut que tu t'essayes une couple de fois. Tu le vois dans sa face qui est tanné. Il devient de plus en plus tanné. Ouais. Puis quelque chose que j'ai bien aimé, c'est que les mêmes dialogues vont avoir un impact vraiment différent sur qu'est-ce que lui ressent, dans le sens qu'il se fait toujours dire les mêmes choses, mais dépendant de son état mental, dans le sens que est-ce qu'il est au début de son cycle ou il est à la fin. Les mêmes paroles ont un poids complètement différent et ont une incidence complètement différente. J'ai de plus en plus intrigué à voir le film. Mais là, il va ressortir au cinéma, là, c'est bien ça? Non. Il devrait sortir en DVD bientôt, là, je pense, à la fin de l'été. Parce que je sais qu'il avait parlé qu'il voulait peut-être refaire une sortie cinéma pour couper certaines de leurs pertes avec le nouveau titre. Oh my god, je sais pas s'ils vont le sortir en Blu-ray plus tard. Mais si ça au cinéma, je recommanderais d'aller voir ça au cinéma pour de vrai. Là. Même en 3D, ça va être un super bon film à voir en 3D. Là. Les effets de profondeur, les cascades sont vraiment impressionnantes là, pour de vrai. Bon film d'action, sans prétention, qui est le fun. Qui se veut pas non plus là un peu la matrice de réflexion sur la réalité et puis sur notre perception de la vie. C'est pas un game changer comme la matrice a été à son époque, mais reste que... Mais maudit que c'est le fun. C'est ça. Maudit que c'est le fun. C'est des films que je préfère à ça. C'est ceux-là qui essayent pas de réinventer la roue, il faut juste avoir du plaisir avec le concept. Puis s'ils réinventent la roue en le faisant, ben écoute, on va les suivre, mais bon, voilà. L'histoire nous le dira. Voilà. Le 5 septembre, les boys, qu'est-ce que vous faites? Le 5 septembre. C'est un vendredi. Okay. C'est le lancement de la programmation automne-hiver de CKRL. Moi, techniquement, je devrais être dans les studios pendant l'émission de lancement pour parler un peu de notre nouvelle saison des Geeks. Ben, je vais être là, moi aussi, pour déguster la fabuleuse blonde et rousse qui se nomme CKRL, grâce au de la Barberie. Yes, des bières CKRL. Oui, c'est ça. Contribution volontaire, évidemment. Mais le point auquel je veux en venir, c'est que c'est le moment où jamais de participer à un tirage grâce au pré-membership. Devenez membre de CKRL au coût de 25$, ce qui vous donne droit à des rabais chez plusieurs marchands locaux. Vous pouvez faire du yoga, aller à une boulangerie, etc. J'en pense. Ce qui vous donne droit aussi de participer à tous les concours en ondes de toutes les émissions. Exactement. Vous pouvez pas participer, vous n'avez pas de carte de membre. Donc. Exactement. Puis, si le tirage, c'est un certificat cadeau d'une valeur de 300$ chez Pastissimo Traiteur. Et pour en avoir mangé de la bouffe d'eux, je peux dire que c'est excellent. Alors, vous allez avoir votre partie de Noël de couvert. De couvert, exactement. Alors, vous pouvez devenir membre par téléphone, 88-640-2575, poste 201, mais la façon des geeks, c'est par le service sécurisé PayPal directement sur le www.ckrl.qc.ca.
Yes, et vous pouvez visiter la page Facebook des Geeks Contre-Attaque pour d'informations. Dans le fond, facebook.com/les Geeks Contre-Attaque. Voilà. Hey, en passant, Mikey G, merci de m'avoir nominé pour la Ice Bucket Challenge. Je veux juste te dire publiquement, merci beaucoup. Pas de problème. Fait que, ben, c'est ça qui est ça, Eric. Donc, merci beaucoup, Conan. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Merci, Laurent, bien entendu. Toujours un plaisir. Merci, Mikey Boy. Toujours un immense plaisir. Et merci à vous, cher public. On se voit la semaine prochaine. Salut les geeks.